magazine musical. Bonjour, bienvenue dans Electrochoc. Au sommaire de l'émission, le buzz de la semaine. Alexis va nous parler de l'album qui a changé sa vie. Aujourd'hui, c'est le Velvet Underground et Nico. Et si je suis aujourd'hui devant le canal Saint-Martin, c'est parce qu'on est à 2 secondes de l'Alhambra. C'est ce soir que jouent les Hush Puppies. Les Hush Puppies, c'est 3 albums, plus de 450 concerts, 35 000 albums vendus. Et le 3e album, The People Are Drift, vient de sortir. Petite piqûre de rappel si vous ne connaissez pas. Salut les Hush, ça va? On se retrouve ici devant le canal Saint-Martin. En plus, il fait beau, c'est cool. À quelques heures de votre concert à l'Alhambra. En fait, si on est là, c'est parce que c'est à 2 secondes. Hein. Ouais, exactement. C'est juste. C'est vraiment à 2 secondes. Comment on se sent avant un concert comme celui-ci? Bon, ça va. On commence un peu à prendre l'habitude là de la tournée. Ça fait déjà 1 mois qu'on a commencé la tournée, donc on a repris nos repères et tout ça. Donc. 3 ans d'absence, qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? On a composé pendant à peu près 1 an. Et après, on a perdu un petit peu de temps parce que notre ancien label Diamond Tracks a arrêté. On va y revenir tout à l'heure. Ouais. Donc on a dû chercher un nouveau label, ce qui nous a fait perdre quelques mois. Voilà. Mais de toute façon, c'était quand même une volonté de prendre du temps pour faire ce 3e disque. Mais en tout cas, 2004, le premier album, The Trap, sort chez Diamond Tracks. Exactement. C'est en 2005, je crois. C'est en 2005. Mais 2004, c'était le premier EP. Premier EP. Premier EP, voilà, qui s'appelle The Garden. Some people love, some people don't. Some of them dream, some others won't. But it's the greatest sort of life. On avait sorti un autoproduit, un EP autoproduit avant The Garden, qui s'appelait Hush Puppies, avec le titre Hush Puppies. Et ça, c'est effectivement 2004. 2005, premier album The Trap chez Diamond Tracks. Sincèrement, vous vous attendiez à un tel accueil? Non, mais tu sais, au départ, quand tu fais de la musique, en plus nous, voilà, on venait de Perpignan, on s'est retrouvés un peu par hasard à Paris. Donc nous, ce qu'on a fait au départ, c'est se reformer, enfin rejouer ensemble pour s'occuper les week-ends et s'amuser entre amis, quoi. Donc forcément, après, on arrive à faire un album. T'as toujours des étoiles dans la tête et tout ça, mais tu crois pas, enfin tu crois à moitié, surtout qu'à l'époque le rock c'était... Mais c'est ce que j'allais dire, parce qu'en plus vous êtes un groupe français qui chante en anglais, et en plus c'était du garage 60s un peu, c'était pas bien vu encore en 2005. Effectivement, le rock en France, en 2005, en fait, c'était le début où j'ai l'impression qu'il y avait vraiment un vrai retour du rock avec les Strokes, le premier album des Strokes, les White Stripes qui sont devenus connus, etc. Il y avait quand même tout d'un coup un engouement pour le rock. Et je pense qu'en France, du coup, on attendait aussi d'avoir des groupes de rock français. 2007, second album, c'est bon 2007? 2007, c'est ça. C'est fin 2007, je crois que c'est novembre. Silence is Golden, avec le fameux titre Bad Taste and Gold on the Door. C'est là, l'accent c'est bon. Ouais, le I Want My Kate Moss. I Want My Kate Moss. Voilà. C'est Silence is Golden, c'est quand même un titre assez ironique pour un groupe de rock. Ouais, mais nous on aime bien justement les trucs un peu l'ironie, les trucs un peu, on se tire les balles dans le pied, tu vois. On a un morceau où on dit I Want My Kate Moss tout le long et puis on l'appelle Bad Taste and Gold on the Doors. Les gens ils achetaient même pas l'album parce qu'ils croyaient qu'il n'y avait pas le morceau I Want My Kate Moss dessus. Voilà, on a à chaque fois des espèces de concepts un peu comme ça et tout, et voilà, on aime bien se foutre de notre propre gueule en fait. Malheureusement, là, vous étiez en train de préparer le 3e album, votre maison de disques met la clé sous la porte. En gros, on peut dire ça. On en parle dans un instant. On attend. La pub. Non, c'est pas la pub, mais c'est le buzz de la semaine, regarde. The Leisure Society sort son second album Into the Murky Water, un album à la hauteur des attentes, et le clip du premier single This Phantom Life nous amène dans un univers complètement psychédélique. Allez, on ouvre grand ses chakras et on inspire.
De retour dans Electrochoc avec Hush Puppies qui nous reçoivent juste avant leur concert à l'Alhambra. On l'a vu en première partie, on a parlé de vos débuts. Là maintenant on va parler du troisième album, The Bipolar Drift. Comment on prépare un troisième album? J'imagine que c'est complètement différent du premier ou du second. Moi j'allais dire que c'était exactement pareil. Ah ouais? Bah, nous en fait on compose toujours tout à 5, on fait encore des buffs et de là sort une mélodie, une chanson, voilà. Et on a toujours fonctionné comme ça pour ce troisième album. Le seul truc peut-être qu'on a changé, c'est là où nous on voulait aller en fait. C'est-à-dire que là où on s'arrêtait avant, où on se disait tiens ce morceau il est bien comme ça, ou alors on disait il faut qu'il soit rock'n'roll, il faut qu'il marche à l'énergie. Là on se disait on a une idée un peu plus, je sais pas, un peu plus new wave, un peu plus disco, un peu plus truc, et hop, on allait, on tirait vers d'autres trucs, parce qu'on voulait surtout pas que ce troisième album ressemble aux deux premiers en fait. L'album est quand même vachement plus new wave que les autres. On est un peu passé du 60s au 80s. J'imagine donc c'est voulu puisque tu viens de le dire. Est-ce que c'est un peu le coup de l'album de la maturité ou L'album de la maturité déjà, ça voudrait dire. Non, mais après, 36 ans, c'est bien d'être mature. mais après, ouais, ce qui a changé, c'est surtout ouais, c'est les sonorités du coup. Ce que disait Olive, c'est qu'on ne s'est pas contraint à une sonorité. Au contraire, quand on avait un morceau qui paraissait disco, on y allait à fond dedans. Pour quitte à revenir derrière, à se dire ah ben non, on est allé trop loin, on revient. Comment en fait sont nés les morceaux? Parce qu'on passe d'un titre complètement planant avec Open Season qui est l'intro du disque. Après on passe au titre Rodeo inspiré du philosophe Lawrence Lawford. Qui est Lawrence Lawford? C'est moi qui ai la question difficile, c'est ça? Lawrence Lawford, c'est un philosophe scientifique d'une époque, en fait, a priori du XVIIIe siècle, mais on n'en est pas certain. On a découvert une espèce de petit parchemin dans le grenier d'un ami, en fait, et c'est lui qui a écrit en fait cette théorie de la dérive bipolaire, The Bipolar Drift, d'où le titre de l'album. Et en fait, on trouvait que cette pseudo-théorie correspondait assez bien à ce qu'on essayait de décrire ou d'expliquer dans nos chansons, en fait. C'est un disque qui demande plusieurs écoutes comparé au premier avant de vraiment apprécier. Est-ce que c'est voulu ou pas? Quand on écoute un album de garage 60s, de punk, de new wave et qui est uni style, on va dire, on a de suite nos références et ah ok c'est du garage donc c'est facile à écouter, on comprend assez rapidement. Dès que c'est un album qui mélange plusieurs influences, effectivement on a moins nos repères et effectivement il faut l'écouter plusieurs fois. Mais c'est souvent les albums les plus intéressants. En bon musicien qui se respecte, j'imagine que vous aimez le Velvet Underground. Bien sûr. En tout cas, c'est le disque Velvet Underground et Nico qui a changé la vie d'Alexis. On le regarde, il nous en parle. Velvet Underground, pour moi, ça a été un peu une découverte de la musique. Ça a changé beaucoup de choses. C'est un groupe fondateur parce que c'est le principe même du groupe de rock, on va dire, avec toute l'imagerie qui va avec, du noir et blanc, New York, un peu arty, intelligent en même temps. I'm waiting for my man. 26 dollars in my hand. C'est ce côté un peu hypnotique de toutes les chansons du Velvet que j'aime beaucoup et qui me parle, enfin, et l'aspect mélodique aussi, puisque c'est très imagé. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Chez Velvet, c'était une approche expérimentale de la musique. Il construisait, enfin John Cale, c'était un vrai créateur. C'est lui qui construisait ses amplis. Il avait fait des murs d'amplis justement à la factory pour essayer des sons
à partir du violon, des sons de distorsion. Donc il y a cette recherche sonore aussi qui est intéressante, qu'on retrouve avec Sonic Youth. Enfin, on peut voir après toute l'affiliation qu'il y a pu avoir du Velvet, de gens qui cherchent un peu à faire de la musique à la fois évidente et en même temps compliquée. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl child in the dark. Un des groupes qui a été un des piliers du rock moderne, on va dire, du rock de ce qu'on connaît maintenant depuis les années 60, ça a été le Velvet. Je pense que c'est ça qui a changé, l'imagerie d'un groupe de rock. Toujours dans Electrochoc avec les Hush Puppies, je vous ai préparé des petites photos. Vous allez me dire ce que ça vous inspire en les regardant. Alors la première, hop. Les Kings. Ben ça nous inspire du bien, du bon, des souvenirs. On faisait des reprises de garage, mais on adorait les Kings et les Beatles. Et on a fait notre première reprise des Kings, I'm Not Like Everybody Else, sur la première tournée, je crois. La première tournée des Hush Puppies. Tout comme les Beatles en 69 et le fameux Rooftop, j'ai envie de dire, Hush Puppies, place de l'Opéra 2006. Non, mais ça, c'était un coup fumant, quoi. C'était un des coups fumants des Hush Puppies. Ben voilà, on était allé en banlieue dans la matinée, on avait aménagé le bus avec le matos, la sono. On avait pris l'autoroute après en enlevant les synthés et tout ça parce que ça allait tomber. Et on a tout réinstallé à 100 mètres de l'opéra et on est arrivé devant, on n'avait même pas prévenu les flics et tout. Et donc nous on s'était dit on va répéter combien 4 morceaux, on avait dit 4, un truc comme ça. Et au final on en a joué 7 ou 8 et les flics ne sont pas venus, d'ailleurs on les attend toujours. Sur un bus, c'est vrai que tu te promènes autour de l'opéra, donc il y a quand même ce petit stress en plus où c'est pas forcément des conditions de ouf, tu vois. Et on vous attend pas forcément. Et puis on t'attend pas forcément, tu vois des gens qui passent, puis ils comprennent pas trop, et puis tu continues à jouer, et puis finalement ils s'arrêtent, et puis... C'est ça en fait, c'est par rapport à un concert classique, c'est pas du tout du stress, c'est que du kiff. Dernière photo, c'est surtout pour parler de votre public. Moi je leur fais des bisous, ils me piquent ma ceinture. Une fois on m'a piqué ma ceinture, c'était la maroquinerie je crois à la fin de la deuxième tournée. Du coup j'ai retrouvé le mec sur MySpace, je suis allé boire un coup avec lui dans un bar pour qu'il me rende ma ceinture. Mais évidemment si aujourd'hui on est là c'est grâce à notre public et nous on a commencé à faire de la musique en faisant des concerts, pour faire des concerts. Et quand tu fais un concert, c'est le retour du public il est immédiat, tu fais ta musique et les gens te le rendent directement. Et après, toi, tu leur donnes encore plus, ils te donnent encore, et ça monte, ça fait une espèce de mayonnaise, et c'est ça qui est génial, voilà. Merci, on vous retrouve sur scène. Ouais. Et puis bon courage. À tout à l'heure. À tout de suite. Super public, un début un peu lent pour nous, mais ils ont su nous chauffer, on est parti comme des braises et c'est parti. Et t'as annoncé un gros truc, rock en scène. Ouais, rock en scène le samedi sur l'ouverture de la grande scène, voilà, c'est super. Donc on y sera, quoi qu'il arrive. Et puis là, ça défile, tu vois pas, mais il y a toutes les dates de concert qui défilent. Bon, je sais pas trop. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Toutes les infos sur le mcetv.fr. Je vous souhaite un bon kiff en musique. Ciao, ciao.